Sauf qu'au fur et à mesure que Nickel grossissait, cette organisation centrale, qui était une très bonne organisation quand Nickel était petit, a commencé à montrer ses limites. On s'est dit, est-ce que nous, on peut pas créer un produit, une interface web, sur lequel ce data analyst pourrait configurer lui-même ses algorithmes de lutte contre le blanchiment d'argent? Ça me fait sourire. On essayait de vendre ça en termes de marketing, dire qu'on allait passer de la data monarchie à la data démocratie. Et chez nous, certaines personnes disent, mais ça va pas la tête, la démocratie, ça va pas, il faut jamais qu'on fasse ça. C'est hyper dangereux, la démocratie, il faut faire de la monarchie, quoi. Aujourd'hui, je reçois Paul, qui est Head of Data chez Nickel. Il va nous parler de son plus gros challenge en tant que Head of Data, à savoir comment rendre les data analysts plus autonomes, et donc a fortiori également les équipes métiers. Hello Paul, ça va? Très bien, toi. Super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Nickel, peut-être, pour commencer? Nickel, c'est une fintech. Notre but, c'est de permettre à n'importe qui d'ouvrir un compte courant chez un bureau de tabac. Donc on rentre dans un bureau de tabac, au lieu d'acheter des cigarettes, on ressort avec une carte Mastercard et un compte courant qui permet de payer et d'être payé en toute simplicité. En quelques années, on a ouvert 3 millions de comptes clients en France et on a ouvert maintenant l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Notre ambition, c'est de devenir une fintech européenne pour permettre à n'importe qui en Europe de payer et d'être payé simplement. Comment tu t'es retrouvé Head of Data chez Nickel, toi? J'ai eu 3 expériences différentes. J'ai commencé dans une start-up en imagerie médicale en ayant un poste très R&D. Mon but, c'était de rajouter des nouvelles fonctionnalités dans un échographe. Ok. Chez un fabricant d'échographes français, et mon but, c'était de faire de la recherche, de faire de la lecture de bibliographie, de récupérer des informations, des idées, pour créer des nouveaux algos qui nous permettaient d'avoir des nouvelles fonctionnalités dans nos échographes, type traitement d'image, type détection de structure dans les images, type séparation de sources entre les tissus et le sang sur les images qui étaient rendues en échographie. Donc très R&D. Ok. J'ai fait une deuxième expérience en conseil en machine learning chez une boîte de conseil qui s'appelle Bearing Point, où je suis resté pendant 1 an et demi. C'était très différent. Et j'ai fait une troisième expérience où j'ai été CTO, directeur technique, d'une petite boîte de 40 personnes qui fait un énorme site de contenu sur les sujets du quotidien en France, qui s'appelle Horeca. Donc le but, c'est 50 000 pages écrites par des experts sur le jardinage, santé, bricolage, paperasse, administratif, tout pour aider le quotidien. Donc une première expérience très R&D, une deuxième expérience vision un peu large de machine learning sur différents cas d'usage, et troisième expérience très tech, management d'une équipe tech. Mais comment faire pour avoir un système qui est en production, qui est scalable, qui est résilient, qui peut pas tomber, et avoir une efficacité dans la delivery de la tech, quoi. Ces 3 expériences qui m'ont enrichi et qui m'ont permis donc de prendre ce poste chez Nickel, à la data, et de transformer la data chez Nickel de la façon dont ces expériences m'ont permis de le faire. Ce qu'on voit, c'est que je concilie un peu la science avec l'analyse de données. Donc un petit peu ce qu'on pouvait voir en partie R&D, même si c'est beaucoup plus simple ce qu'on fait en analyse de données. Et puis l'aspect production. En fait, je disais, ça a beaucoup inspiré la façon dont on fait de la data chez Nickel, parce que le fait que je sois très tech a beaucoup eu d'influence sur la façon dont on a construit l'organisation data chez Nickel, humaine, mais même sur la plateforme et sur les produits qu'on a créés. Ok. Dont on va parler, je pense. On va en parler juste après. Comme je le précisais en intro, ton plus gros challenge, ça a été de rendre au fur et à mesure donc, de ton mandat de Head of Data, les équipes Data Analyst et donc les équipes métiers plus autonomes. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce challenge, peut-être le contexte de départ? Je suis arrivé chez Nickel, c'était donc il y a 3 ans et demi. Il y avait uniquement une équipe data centrale. On était 3. Il y a un travail extraordinaire qui avait été fait, une data platform qui avait été montée sur Google Cloud, et on était très efficace pour répondre à n'importe quelle demande data de toute la boîte. Il y avait vraiment cet asset-là qui était là, qui était bien présent et qui fonctionnait bien. Sauf qu'au fur et à mesure que Nickel grossissait, cette organisation centrale, qui était une très bonne organisation quand Nickel était petit, a commencé à montrer ses limites. Quand on était 40, créer une équipe data centralisée avec l'ensemble des compétences qui sont assez pointues, qui sont centralisées au même endroit, c'est une très bonne chose. Quand on passe à 300, ces très bonnes choses sont toujours des avantages, mais on va avoir des désavantages qui vont apparaître. C'est qu'il va y avoir un système où on va devenir plus en mode on va répondre à n'importe quelle demande data, mais en mode ticketing. On a l'impression d'avoir de plus en plus de demandes tout venant qui viennent de n'importe où. On est moins proche des métiers, on connaît moins les métiers. Quand on commence à être 300, on peut pas avoir la prétention de connaître les métiers et savoir comment ils travaillent, sachant qu'on est de plus en plus loin d'eux. Et donc, il y a une perte, même dans les demandes, il y a une perte parce qu'on va interpréter les demandes. Les personnes qui vont les écrire d'une certaine façon, nous on va interpréter ces demandes, on va perdre de l'efficacité. Donc non seulement on va perdre de l'efficacité, on va avoir un goulot d'étranglement, mais en plus l'équipe data centrale, qui était constituée de data scientists,
avaient l'impression d'être plus dans la production et d'arrêter de faire de l'analyse de données comme ils auraient aimé en faire, quoi. Donc c'est ça, c'est ces constats-là qui nous ont fait réfléchir et fait réfléchir à savoir s'il n'y avait pas un autre modèle qui existait et donc du coup, effectivement, on va se dire: «Mais comment est-ce qu'on peut redonner le pouvoir au métier?» pouvoir, de faire eux-mêmes leurs propres analyses de données, qu'ils soient capables de faire toutes leurs analyses simples et que progressivement même, on les accompagne à faire des analyses de plus en plus compliquées. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de passer sur un modèle, peut-être plus hybride, notamment en détachant, les data analysts. Tu peux nous expliquer comment ça se passait? Il y a eu ce constat-là, l'équipe centrale, enfin un très bel asset, une très belle organisation, fonctionnait bien mais des limites et donc une envie d'aller vers une organisation hybride avec des data analysts, qu'on a appelés data champions, qui étaient répartis dans les équipes métiers. Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait ça effectivement? Et je suis assez convaincu que quand on veut faire un changement assez important, un changement d'organisation, comme celui-là, il faut pas essayer d'avoir une vision, horizontale complète et de se dire: «On va essayer de définir un plan à 3 ans sur comment est-ce qu'on veut être dans 3 ans». Bah, il faut tester. Il faut essayer de créer un succès, il faut tester là où on a le plus de chances, possibles de créer un succès, de ce changement d'organisation. Comment est-ce qu'on a fait ça? En fait, on travaillait beaucoup nous avec la conformité. On est une fintech, donc on a la particularité de devoir faire de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la lutte contre le financement et le terrorisme. C'est le job de la conformité. On travaillait beaucoup pour eux. OK, donc c'est un département qui est dédié à, voilà, à ces sujets. À toute cette lutte, donc contre le crime financier. On travaillait beaucoup avec eux parce que c'est nous qui faisions les algorithmes de lutte contre le blanchiment d'argent, entre autres pour eux. Du coup, on dialoguait tous les jours, on s'est dit: «Mais est-ce qu'on peut pas commencer par là?» Donc avec, le responsable de la conformité, on s'est dit banco, on a commencé à recruter un data analyst chez eux. Il est arrivé, ça a été, une révolution. Ça a été une révolution, sur plusieurs aspects. D'abord, c'est le gars qui était assis chez eux, en plus ils sont à Nantes et nous on est à Paris. Le gars qui était assis chez eux, il a pu leur permettre d'avoir une bien meilleure visibilité sur l'état de la conformité, l'état du blanchiment d'argent que ce que nous, on était capable de leur fournir, via un système de ticketing. Donc il était capable, en mettant en place des dashboards, de démontrer l'état, la photo du blanchiment d'argent à un instant T, chez Nickel. Et de pouvoir faire du suivi d'activité, suivi de la performance des algorithmes et cetera. Alors peut-être juste pour être sûr que les gens arrivent bien à se projeter, si tu prends un exemple de un KPI, hyper important dans la conformité, c'est quoi? C'est le nombre de fraudes qu'il y a eu la semaine dernière? Enfin, c'est ou le nombre de fraudes résolues ou stoppées, des choses comme ça? Par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des algorithmes de lutte contre le blanchiment. Donc on lève des alertes via des algorithmes quand il y a une suspicion de blanchiment d'argent. OK. Ces alertes, elles arrivent à l'équipe de la conformité, qui a pour mission de faire des investigations manuelles poussées sur les clients en leur posant des questions ou en posant des questions aux banques adverses pour savoir si oui ou non, c'est une suspicion qui est avérée ou pas et pour faire une déclaration au régulateur. Mmh. Donc une des questions qui se pose, c'est: est-ce que les algorithmes qu'on a sont pertinents, sont efficaces? Quelle est notre vitesse de traitement de ces algorithmes? Est-ce qu'on est efficace pour traiter ces algorithmes? Est-ce qu'on est efficace pour, faire ces déclarations de soupçon? Combien de temps on met? Comment est-ce qu'on améliore ça? OK. C'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. OK, donc excuse-moi, je t'ai coupé. Tu étais en train de préciser un peu les différents, voilà, les différents projets sur lesquels le data analyst, travaillait, avec cette équipe. Oui, donc ça, c'était chouette. Ça a bien marché tout de suite et ça a été un succès et le fait que le gars soit assis à côté d'eux, effectivement, a créé de l'interactivité sur la construction de ces dashboards qui a permis de faire des choses qui soient efficaces que nous, à distance, on faisait de façon moins efficace. Mais ça, on le savait, on l'avait prévu. C'est pour ça qu'on avait recruté ce gars-là. En fait, tout de suite, ça a été plus fort que ça. Là, les analystes, quand ils font des investigations, ils utilisent un back office qui est développé, chez Nickel en interne, qui permet d'avoir de la visibilité sur le client et sur les informations. Développer un tel back office et l'améliorer de façon constante, c'est un travail qui est démentiel et des demandes d'amélioration, elles sont pas toujours priorisées. Ce que ce data analyst a permis de faire assez très vite, très, très vite en fait, c'est un dashboard, un peu macro, qui a pu servir comme un moteur de recherche, heu, sur les données de Nickel, pour être capable de retrouver toutes les données, toutes les transactions qui concernent, certains critères avec, une recherche multicritères qui était indispensable pour les analystes pour faire leurs analyses. Ce qui a été assez intéressant, c'est que là, tout de suite, on a créé c'était un dashboard, hein, mais c'était vraiment un produit qui était vu par les analystes de la conformité comme un moteur de recherche dans les données et qui leur a permettait de gagner beaucoup de temps dans les analyses, des données qu'ils étaient obligés de faire, lors de leurs investigations. Donc là, c'était waouh! C'était On a eu ce 2e succès. Ça, c'est hyper intéressant parce que, effectivement et là, je pense que quand tu le rétro-engineers, ça paraît évident, mais le fait d'avoir une personne à temps plein qui, en fait, au début, a dû se prendre,
toutes les demandes entrantes que vous aviez, c'est juste qu'effectivement, il était assis à côté, je pense qu'il comprenait beaucoup plus vite, donc il y avait une réactivité, donc c'était déjà énormément de valeur, même s'il restait sur un format presque un peu ticketing, entre guillemets. Mais c'est que rapidement, lui, il a dû dire: «Attends, comment je peux me simplifier la vie?» Parce qu'en fait, il me demande des choses, qui sont, toujours à l'intérieur d'une même base de données et tac, je leur donne le pouvoir, comme tu dis. Donc en fait, on a créé ça et nous, on s'est toujours dit: «On veut donner du pouvoir au métier» et nous, ce qu'on veut à l'équipe data centrale, on va reparler du rôle de l'équipe data centrale, c'est d'augmenter la barre à chaque fois. De permettre à ces équipes métiers, à ces data analysts d'être de plus en plus autonomes, de faire de plus en plus de choses. Donc il a créé ses dashboards qui leur permettaient d'avoir les big picture, il a créé son dashboard moteur de recherche. Et on s'est dit: «Est-ce qu'on peut pas aller plus loin, quoi?» C'était nous qui faisions les algorithmes de lutte contre le blanchiment, comme je disais. On s'est dit: «Est-ce que nous, on peut pas créer un produit, une interface web, sur lequel ce data analyst pourrait configurer lui-même ces algorithmes de lutte contre le blanchiment d'argent?» On a créé cet outil et qui lui a permis à cet data analyst d'être autonome pour concevoir ces algos, les simuler sur l'ensemble de l'historique, faire des analyses du coup sur ces simulations pour voir le taux de vrais positifs, le taux de vrais de faux positifs et de comprendre si les performances de l'algorithme et ensuite de lui-même pouvoir le mettre en service. OK. Alors attends, peut-être si on peut creuser ce point une seconde pour être sûr que tout le monde suive et que moi, j'arrive à suivre également. Est-ce que tu peux nous préciser, peut-être avec un exemple, hein, je sais pas, un pain, enfin un besoin côté, régulation, qu'est-ce que la solution, apporte et du coup, comment ça se matérialise, dans le produit «data» entre guillemets que vous avez mis en place? En fait, le blanchiment, l'algo le plus bête, le plus basique, sur le blanchiment, c'est détecter des mouvements d'entrée d'argent sur le compte du client, d'alimentation du compte, qui sont anormalement élevés. OK. Et ça doit déclencher une alerte et après des investigations qui doivent être faites. Finalement, c'est des règles métiers. OK. Plus tard, on peut faire du machine learning, mais au départ, ce que font les banques, c'est des règles métiers. Si je reçois beaucoup d'argent et que ce montant est inhabituel par rapport à ce que j'ai l'habitude de recevoir et par rapport à tout un tas de critères qu'on a envie de me donner, alors je lève une alerte. Ces alertes, après, elles sont donc, ce que je disais, c'est elles arrivent dans le back office des analystes de la conformité qui vont faire les investigations. Historiquement, ces algos, ces règles, c'est nous qui les développions en data central. On le faisait dans le SI historique, peu importe, c'était pour nous lourd et compliqué de faire ces algos et on s'est dit: «On va créer une interface web pour permettre de les éditer directement dans cette interface» et que plutôt que ce qu'on faisait avant, c'était passer, 1 mois pour faire une modification d'un algo et ça marchait pas toujours, on avait du mal à ce que ça marche et de pouvoir, le faire dans une interface, que tout soit configurable, tout soit simulable. On est capable de voir les performances, sur l'ensemble de l'historique, avant de mettre en service et qu'on puisse mettre en service juste en cliquant sur un bouton. OK. Et donc c'est des règles métiers. Donc finalement peut-être je pense, genre, c'est ça qui répond à ta question, c'est les data analysts, ils font toute la journée, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des requêtes SQL sur le data warehouse. Chez nous, c'est BigQuery, donc on a un data warehouse sur lequel on va ingérer une grosse partie des données de l'entreprise et sur lequel on va pouvoir faire des analyses de données, des explorations en faisant des requêtes SQL. Un algo qui est une règle métier, c'est rien d'autre qu'une requête SQL. Ce qu'on a fait, c'est une interface web qui permettait tout simplement d'écrire un algo sous la forme d'une requête SQL BigQuery et différents attributs. Donc un algo, finalement, c'est rien d'autre qu'une requête SQL, un template qui permet de faire le rendering, la visualisation, et différents attributs type, une description, quand est-ce que l'algo est de tourner, et cetera. Mmh. Donc finalement, ce qu'on fait, cette interface web, c'est rien d'autre qu'un formulaire. Donc si on prend un exemple très, très simple dans le contexte que tu viens de donner, c'est par exemple, l'algo le plus basique, c'est on a envie de remonter une alerte quand, il y a, une transaction, sur un montant anormalement élevé, sauf que, historiquement, l'équipe, régulation avait décidé de mettre ce montant, je dis n'importe quoi, à 1 000. Ils décident d'un mois sur l'autre de le passer à 2 000 parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, avec leurs études, c'était là la bonne barre. Dans le modèle d'avant, il fallait repasser par vous, faire une modification, donc ça prenait du temps, ça vous prenait du temps et cetera. Dans le nouveau modèle, le data analyst, il est autonome, il a juste à aller changer finalement le paramètre et donc ça enlève tout un goulot, quoi. Ouais, et en plus de ça, effectivement, il peut simuler, il peut voir la différence. Mais ce qui est beaucoup plus fort que ça, en fait, c'est qu'avant, le fait de faire une modification une fois par mois versus pouvoir le faire en 2 minutes et de pouvoir faire la simulation, le fait qu'avant, on était obligé de faire un peu des règles basiques qu'on voulait pas trop changer parce que c'était risqué de changer, alors que là, on peut aller très, très vite pour faire des simulations. Donc en fait, on a pu étoffer ces règles et les rendre beaucoup, beaucoup plus précises, beaucoup, beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait faire avant.
Oui, parce que tu as moins peur qu'elle soit complexe à maintenir après et Exactement. que s'il y a un problème, ça mette du temps à rollback entre guillemets. Exactement, ouais. OK, hyper intéressant. On a parlé des projets que les data analysts, enfin que le data analyst, a mis en place, hein. Donc on avait, dans un premier temps, déjà, le fait d'être à côté, d'être beaucoup plus réactif, le tableau de bord, qui leur permettait de, comme tu disais, presque était une barre de recherche. Puis ensuite, le fait que le data analyst soit autonome pour aller modifier les algorithmes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ouais, donc effectivement, ça s'est fait, de façon très verticale, hein, ce changement. Donc on a commencé par ce data analyst, il a été autonome pour faire ses dashboards, son dashboard moteur de recherche. On l'a rendu autonome pour créer cette application web, avant même qu'on ait recruté d'autres data analysts. Ça a créé un véritable succès chez Nickel, sur lequel, et moi et surtout le responsable de la conformité de l'époque, ont beaucoup communiqué et du coup ça a fait les petits effectivement. Assez vite, on a un data analyst qui arrive au marketing, qui est toujours là aujourd'hui là, ça se peut qui a pu mettre en place, énormément de choses, au marketing pour essayer de comprendre qui sont nos clients, comment est-ce qu'ils consomment nos offres, comment est-ce qu'on suit comment est-ce qu'ils consomment les nouvelles offres qu'on va mettre en place. Ça a été encore plus loin parce que ce gars-là s'est dit: «Comment je fais pour rendre autonome effectivement l'ensemble de l'équipe marketing?» Pour qu'eux-mêmes puissent, faire leur dashboard et leur visualisation et comprendre comment ça marche. Donc on avait une démarche où nous, Data Central, on a commencé à recruter, chez les métiers, hein, c'est les métiers qui recrutaient des data analysts qui eux-mêmes ont pu diffuser le l'appétence et la compréhension et les analyses de données, la capacité à faire des analyses de données au sein de leurs équipes. Si je dois faire un parallèle sur les produits, sur les applications web qu'on a fait, en fait, on s'est rendu compte que notre produit qui permet de faire de la lutte contre le blanchiment d'argent et qui permettait aux data analysts d'être autonomes pour faire ça, en fait, exactement le même produit sans aucune modification ou à peine, nous permettait de faire des ciblages, sur des clients à qui on avait envie d'envoyer des notifications. Des emails, des SMS et des push. Quand on s'est dit ça, en fait, on s'est rendu compte qu'en très peu d'efforts, en une ou 2 semaines de travail, on a réussi à modifier notre outil qui permettait de faire ces algos de ciblage pour le blanchiment d'argent, pour faire de l'envoi de notifications, clients. Donc on a créé ce deuxième produit, cette deuxième interface web, pour le marketing. Donc on a reproduit un petit peu la même chose que ce qu'on a fait pour la conformité. Le data analyst arrive, il est capable de comprendre, de pouvoir faire des explorations de données. Il est capable de faire des analyses de données beaucoup plus poussées que ce qu'on pouvait faire avant au sein de ce marketing. Il a travaillé sur beaucoup de choses, énormément de choses jeunes, sur des analyses poussées. Il rend autonome ses équipes et en plus, nous, on est capable de créer un produit pour que ce data analyst, non seulement il fasse de l'exploration, mais il puisse activer ses analyses et lui-même soit autonome pour envoyer des notifications ciblées aux clients. Excellent. Écoute, moi j'étais déjà convaincu de toute façon de de l'intérêt de décentraliser. Là, je vois quand même un réel atout à avoir gardé une part de centralisation, du fait de pouvoir, répliquer les succès et éviter de recréer des silos. La question qui me vient, c'est, on dit souvent quand même qu'il y a des risques. Tu as d'ailleurs des détracteurs de la décentralisation, au sein de l'écosystème, je ne citerai pas de nom. Est-ce que vous aviez identifié des risques au moment où vous avez décidé de faire ça? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? C'est une excellente question, bien sûr qu'il y a des risques. Nous, notre conviction forte, c'est qu'il faut donner le pouvoir au métier. Il faut que le métier soit autonome pour faire ses analyses. Il faut qu'il soit autonome sur toute la stack data, même jusqu'à la mise en production d'algo, hein, c'est ce qu'on disait. Mais c'est un risque ça. C'est un risque parce que évidemment pour les analyses, le plus gros risque, c'est que 2 équipes métiers différentes, le marketing ou la fraude ou le blanchiment d'argent, veuillent calculer le même indicateur pour le client. Est-ce que c'est un compte principal ou pas un compte principal? Les 2 équipes sont intéressées par avoir cet indicateur-là et ce qui est risqué, c'est qu'ils le calculent avec des données différentes, avec une définition différente, avec des calculs différents et qu'ils arrivent à des résultats différents. Ce qui fait que plus personne après ni chez Nickel ne pourra avoir confiance dans les données. Le premier risque, c'est ça, c'est d'avoir, des équipes qui sont éclatées et qui travaillent pas ensemble, qui obtiennent des résultats différents, qui même, vendent leurs résultats pour mettre en avant leur équipe et qu'on perde de la confiance. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est que, ces équipes-là travaillent de façon différente, avec des outils différents, que ces gars-là, quand ils partent, on perd tout. Si vous avez un data analyst qui est dans une équipe, il a beau être formidable, s'il est tout seul, isolé dans cette équipe-là et qu'ensuite il s'en va, on perd tout. Donc
il y avait une histoire de confiance dans les chiffres, une histoire d'éclatement des définitions, une histoire de potentielle perte des gens quand les gens partent, qui fait qu'effectivement, nous, quand on a réfléchi à cette organisation, on savait qu'il y avait ces difficultés-là qui pouvaient arriver. Même, ça me fait sourire, on essayait de vendre ça en termes, un peu marketing, dire qu'on allait passer de la data monarchie à la data démocratie et chez nous, certaines personnes disent: «Mais ça va pas la tête, la démocratie, ça va pas, il faut jamais qu'on fasse ça. C'est hyper dangereux la démocratie, il faut faire de la monarchie, quoi. Il faut faire même de la dictature, quoi. Comment est-ce que tu veux que comment est-ce que tu vas avoir confiance dans des chiffres qui seraient, fournis par n'importe qui, en fait?» donc heu, donc on avait cette conscience-là, dès le début. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? On s'est vite posé. Pour donner le pouvoir au métier, pour le rendre autonome, on est convaincu qu'il faut avoir des data analysts qui soient dans les équipes métiers. Mais on pense que c'est très important d'avoir une équipe centrale qui est forte, qui reste forte, qui va avoir plusieurs rôles. Le premier rôle, ça va être de créer une communauté, de créer un sentiment de communauté, d'animer cette communauté, qui fait que même si on est éclaté, il y en a qui sont à Nantes, il y en a qui sont à Charenton, les personnes sont dans différentes équipes, on a un sentiment d'appartenance à une même équipe. Même si les personnes, les data analysts ne sont pas rattachés à l'équipe data centrale, hein, ils sont bien rattachés aux équipes métiers, on a quand même ce sentiment d'appartenance à une même équipe et que cette animation nous permet de nous poser des questions sur quels sont les meilleurs outils, comment est-ce qu'on a envie de travailler, quelles sont les conventions qu'on a envie de se donner. C'est Ce n'est pas à l'équipe centrale d'imposer et c'est à l'équipe centrale d'animer cette discussion pour que la communauté prenne ce genre de décisions. Donc l'équipe centrale, elle sert à ça. L'équipe centrale, elle sert aussi à pousser des outils. Ce qu'on veut, c'est standardiser la façon dont on fait les choses. On veut pas que 2 équipes différentes travaillent de 2 façons différentes. En fait, même non seulement on veut standardiser, on veut centraliser l'outil, on veut même centraliser les données. On veut pas que 2 équipes, différentes travaillent sur 2 jeux de données différents. On partage toutes les données chez Nickel, qui sont centralisées, au même endroit et chacun peut contribuer à la collecte, l'ingestion des données dans le data warehouse, via des outils qu'on met en place. Chacun peut contribuer aux transformations de données qui sont dans le data warehouse, via des outils qu'on met en place et tout le monde peut contribuer à cette base de connaissances, commune. En termes d'outils, il y a des choses qu'on fait en custom, il y a des choses qu'on utilise, ce qui devient la référence maintenant, par exemple, DBT pour l'ensemble des transformations. Quand on a le data analyst qui est arrivé pour la conformité et qu'ensuite on a eu le data analyst qui est arrivé en marketing, hein, on était en 2020, on s'est posé cette question de comment est-ce qu'on fait pour construire un socle de données commun partagé, avec une gouvernance où n'importe qui peut faire une demande de contribution, mais d'autres personnes peuvent valider que les conventions sont respectées ou que le responsable de la donnée valide que les calculs qui sont faits sont bons. Un outil tel que DBT nous permet exactement de faire ça, de centraliser l'ensemble des transformations qui sont sur BigQuery, qui sont sur le data warehouse, au sein d'un même endroit, sur un même repo Git, avec un workflow de validation qui est permis par Git, et d'apporter donc toutes les bonnes pratiques de software engineering directement au data analyst. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être, si on se met vraiment sous l'angle du data analyst, quelle a été un peu son expérience d'arrivée chez Nickel? Alors sur le premier, je suppose que c'était un peu spécifique parce que vous avez dû vraiment construire un peu la vision ou les premières briques. Mais peut-être là, si on se projette un peu plus, effectivement, voilà, quels sont les éléments du coup sur lesquels vous les formez et à quoi ressemble un petit peu son quotidien lorsqu'il va mettre en place une nouvelle analyse data en termes de workflow? Alors, comment est-ce qu'ils ressentent leur arrivée chez Nickel? Ça dépend effectivement des moments. Les premiers data analysts qu'on a recrutés, c'est les pionniers, quoi. C'était des entrepreneurs. Ils ont construit cette organisation avec nous. On a construit tout ça ensemble. Donc, c'est assez excitant. Aujourd'hui, effectivement, on commence à avoir plusieurs data analysts dans chaque équipe métier. Les personnes qui arrivent, aujourd'hui sont très contentes de voir ce cadre-là. La maturité, en fait, qu'on a. Et puis c'est pas du tout, tu parlais de flicage, c'est pas du tout ça, hein. Il y a pas de centrale versus le décentral, c'est une communauté. C'est une communauté de pairs qui s'entraident les uns les autres. Alors peut-être que justement vous arrivez à cibler des profils pour qui c'est évident, mais je me demande si il y a pas parfois, voilà, des data analysts qui vont pas être habitués à ce niveau de collaboration. Tu vois, on en parlait dans l'épisode sur l'analytics engineering avec Arthur Ligri de Swile. Je remettrai l'épisode en description. Définissait presque un peu l'approche analytics engineering comme le fait de passer d'un jeu individuel à un jeu collectif, et je trouve qu'on retrouve un peu cette même idée de dire, en fait, aujourd'hui, surtout dans un modèle décentralisé où du coup, il va pas forcément y avoir une hiérarchie managériale, il faut quand même réussir à créer cette culture où la personne va
accepter ce système de peer review, va accepter de jouer collectif et de changer son code pour qu'il s'intègre dans les conventions établies, va accepter de travailler avec l'équipe centrale, même s'il n'y a pas une distinction brute, tu vois. En fait, plus que les data analysts, la difficulté, elle peut être plus liée avec le manager du data analyst, qui est un manager métier, qui va pas forcément comprendre ce besoin-là. C'est-à-dire que effectivement, ça se travaille. C'est-à-dire qu'un data analyst, ce que lui demande son manager métier, c'est de faire une analyse sur un besoin métier, de faire une compréhension, faire une exploration et de comprendre un problème. Et une fois qu'il a fait ça, bah, le job est fini, quoi. Nous, on demande plus. On demande une fois qu'il a fait ça, qu'il a collecté les données pour pouvoir faire cette analyse, qu'il a compris un processus métier, il a compris un parcours client et qu'il a cette bonne compréhension de comment ça fonctionne, bah, il faut qu'il puisse le matérialiser pour que la prochaine personne qui se pose ces mêmes questions ne refasse pas tout ce travail. On ajoute une étape, un travail supplémentaire. C'est une bonne question que tu poses. Comment est-ce qu'on fait pour que ces data analysts sur lesquels il n'y a pas de lien managérial, ils le fassent? C'est pas du tout évident, sachant que leur manager leur demande. De passer à l'étude suivante. Bah, c'est pour ça que le rôle de l'équipe centrale, il est très fort, il est très important. Et ce sentiment d'appartenance à une même équipe fait que les data analysts vont être, naturellement avoir envie de le faire. Mais il y a pas que ça. Les data analysts en centrale, les analytics engineers en centrale, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des des points toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec ces gars-là, pour les accompagner pour le faire. Donc ils vont les aider, en fait, à à matérialiser le résultat de leur compréhension et de leur connaissance au sein de ce modèle central dbt pour que qui est découvrable après sur un portail de données, pour que n'importe qui puisse travailler dessus. Donc tu as à la fois cette animation de la communauté et cette compréhension, hein, parce que quand on a une vingtaine de data analysts, effectivement chaque data analyst travaille, une fois, mais il reçoit 20 fois le travail qu'il a fait, quoi. Il y a 19 autres personnes qui vont faire le même travail que lui et sur lesquelles il pourra se baser dans toutes ses prochaines études. Donc il a un réel intérêt pour à le faire et après, effectivement, il y a de l'animation à faire, il y a de l'aide. Nous, le rôle de l'équipe centrale et de l'analytics engineer qui est en centrale, c'est de faire cet accompagnement-là et d'aider, en fait, les data analysts pour qu'ils le fassent. Après, il y a aussi un système d'objectifs que tu peux mettre pour qu'une partie des objectifs annuels, du data analyst soient des objectifs data, qui sont fixés par l'équipe data centrale. Tu peux nous décrire votre organisation actuelle? Donc on a une vingtaine de data analysts donc qui sont à la fois, distribués, à la fois dans l'équipe, centrale. On a 3 pôles en centrale. On a un pôle de product data analyst, on a un pôle qu'on appelle data for all qui fait l'animation de la communauté et qui est responsable du socle. Donc là-dedans, on a à la fois, des analytics engineers qui vont faire l'accompagnement des data analysts pour qu'ils fassent leur transformation et qui sont responsables des transformations sur BigQuery. On a à la fois un data engineer qui est responsable de faire toutes les ingestions qui sont un peu custom ou les exports qui sont un peu custom et qui est responsable de créer des outils pour que les data analysts soient autonomes sur l'ingestion, la transformation, les exports, la documentation, heu et que cette documentation soit découvrable par tout le monde. Et on a un troisième pôle qui va construire des applications web, dont j'ai cité, celle qui permet de faire de la lutte contre le blanchiment d'argent, j'ai cité celle qui, permet de faire de l'envoi de notifications, mais il y a pas que ça. On a des interfaces web de visualisation 360 sur le client qui permettent de voir toutes les données sur un client, de voir le réseau graph autour de ce client, qui aide notamment pour les investigations. Et donc il faut créer pas mal d'applications web, comme ça, plus qui va accompagner les data analysts des équipes métiers à faire du machine learning. On a une vision, on veut donner le pouvoir au métier, à faire de l'exploration et puis aller sur toute la chaîne de la data, de la collecte, la transformation, à la mise en prod d'algo. Mais à chaque fois, on veut lever la barre. On les a rendus autonomes pour faire des algos règles métiers en batch sur du BigQuery. Notre but maintenant, donc c'était ce qu'on appelait data for all. Maintenant, notre but, c'est de les rendre autonomes pour faire du machine learning. On souhaite que les data analysts qui sont arrivés chez nous, chez Nickel, parfois comme premier job en sachant faire du SQL, et bah, puissent, au fur et à mesure de leur arrivée chez Nickel, mettre en prod eux-mêmes des algos de machine learning dans les outils qu'on met en place. Donc ce troisième pôle, il fait ça. Et donc du coup, en termes de personnes, bah, on a aussi des data engineers qu'on appelle data developers parce qu'ils créent ces applications web. Et on a 2 data scientists, plus un data analyst dans ce pôle, ouais. Et quand je t'avais appelé, tu m'avais parlé d'un autre sujet, justement, toujours dans cette idée d'aller un peu plus loin. Tu avais sorti le mot real-time modern data stack. Tu peux nous en dire un peu plus? Aujourd'hui, la moderne data stack, c'est quoi? C'est un panel d'outils qui permet aux data analysts, de plus en plus, d'être autonomes sur toute la chaîne. Donc il y a des outils qui permettent de faire de la gestion de données en clic-bouton.
Il y a des outils qui permettent d'apporter de la transformation de données qu'on peut faire directement en SQL qui est DBT. Des outils de reverse engineering, de reverse ETL, pardon. Tout ça, c'est basé sur le data warehouse, c'est du batch. Pourquoi est-ce qu'on se cantonnerait au batch? Ce qu'on a vu, c'est qu'on a créé des outils qui permettent aux métiers, via leur data analyst, d'être autonomes pour faire des algos de lutte contre le blanchiment d'argent en batch, en masse, qui tournent une fois par jour, une fois par heure, une fois toutes les 5 minutes, et faire la même chose pour des envois de notifications ciblés. Pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose en temps réel? Parce qu'on peut pas améliorer nos outils pour permettre à ces data analysts en SQL de créer dans nos interfaces web, des algos qui, au moment où je paye, au moment où je me connecte, au moment où j'ajoute un bénéficiaire, à chaque moment d'utilisation de son compte ou de chaque parcours, déclenche des algos qui tournent en temps réel et qui en 50 millisecondes prend une décision, l'algo d'attaque qui est potentiellement une règle métier, prend une décision et soit envoie une notification, soit génère une alerte, de fraude et de blanchiment d'argent comme on l'a vu tout à l'heure, quoi. Et pour les profils tech qui nous écoutent, tu peux nous dire un peu comment ça se matérialise en termes d'outils ou de flow tech? C'est une bonne question. La moderne data stack, elle est basée sur des data warehouse, cloud qui sont, tels que BigQuery ou Snowflake. Et ça marche extrêmement bien pour faire du batch. C'est-à-dire pour faire des explorations massives des données, faire des calculs massifs sur des énormes volumes de données et pour faire des calculs d'agrégats et pour faire des règles métiers. Ça marche pas du tout pour faire du temps réel. C'est pas fait pour, au moment où il y a un événement qui arrive, je veux récupérer toutes les informations du contexte de cet événement. Qu'est-ce qu'a fait ce client-là, dans les moments précédents? Qu'est-ce qu'a fait cette IP, ce device dans les moments précédents? Pour pouvoir prendre des décisions. Donc là-dessus, on est obligé d'utiliser d'autres outils. Nous, chez Nickel, on utilise une autre base de données qui s'appelle Bigtable, qui permet de faire du stockage clé-valeur, mais il y en a plein d'autres, qui permettent de faire du stockage clé-valeur de l'intégralité des données, ce qui fait que l'ensemble des événements qui se passent, chez Nickel passent à travers des tuyaux de messages qui sont appelés des topics Kafka. Donc ce sont des tuyaux de messages dans lesquels il y a des événements qui passent en temps réel, sur lesquels, différents applicatifs peuvent souscrire. Ces événements en temps réel sont à la fois, déversés à l'intérieur de BigQuery, à la fois déversés dans Bigtable. En même temps, ils déclenchent nos algos et du coup, on en est capable de récupérer dans ce Bigtable tout le contexte de cet événement en temps réel et du coup, après de pouvoir, directement dans l'applicatif, déclencher n'importe quelle règle métier qui est configurée par le data analyst. J'ai vu que tu lançais un projet parallèle de ton rôle de Head of Data chez Nickel, qui s'appelle Big Functions. Tu peux nous en dire un peu plus? Je pense que nos auditeurs l'ont compris, on a construit énormément d'outils, chez Nickel pour rendre autonomes les data analysts et on est assez fiers de ça. La question que je me suis posée, moi, de façon perso, c'est: comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin que ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour créer des outils pour rendre autonomes les data analysts, pas que de Nickel, mais du monde entier? C'est avec cette réflexion que je me suis dit: créons un projet open source qui va permettre de mettre à disposition des outils pour les data analysts du monde entier qui vont permettre de les aider dans leur pratique data de tous les jours. Big Functions, c'est quoi? C'est un catalogue de fonctions appelables depuis son projet BigQuery qui permettent, d'aider les analyses de données. En fait, ce qui est assez dingue quand on y pense, c'est que dans n'importe quel langage de programmation du monde, Python, JavaScript, Java ou autre, on peut installer des librairies open source de code. Et ce qui est dingue quand on y pense, c'est qu'en BigQuery, en SQL ou dans n'importe quel data warehouse, il n'existe pas de telle librairie. C'est-à-dire qu'un data analyst qui a besoin de savoir, lorsqu'il fait des analyses sur les ventes, de son site de e-commerce, si jamais aujourd'hui est un jour férié ou pas, il est obligé de reconstruire, de recalculer une fonction de est-ce qu'aujourd'hui est un jour férié? Chaque data analyst, qui travaille sur ces sujets-là, donc peut-être la moitié des équipes de data du monde, recréent cette fonction eux-mêmes. Alors que si c'était dans n'importe quel langage de programmation, ils pourraient juste l'installer. Pip install, je sais pas comment ça s'appelle, une librairie qui permet de savoir si aujourd'hui est un jour férié ou pas. Donc l'objectif, c'était de faire ça. L'objectif, c'était de permettre de rassembler un catalogue de fonctions open source utilisables par les data analysts qui leur permettent d'éviter de réinventer la roue et de la reconstruire. Et c'est même plus loin que ça. La moderne data stack, l'objectif, on a dit, c'est de rendre autonome le data analyst le plus possible, qu'il ait de moins en moins besoin du data engineer. Ce qui se passe, c'est que il a encore besoin du data engineer pour pas mal de sujets. Il peut faire pas mal de transformations en SQL, mais il peut pas tout faire. Par exemple, on récupère des enquêtes de satisfaction des clients. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que le commentaire qui a été écrit par le client est un commentaire plutôt positif ou pas?
Donc il y a besoin de calculer un score de sentiment sur, sur le texte. C'est pas une fonction qui est native sur BigQuery, c'est pas une fonction qui est native sur Snowflake. Donc ce que va faire le data analyst, c'est qu'il va aller devoir demander au data engineer d'aller coder ça en dehors de dbt sur un serveur et de faire des appels et de l'instrumenter. C'est dommage. Pourquoi est-ce que le data analyst, il a besoin d'appeler un data engineer pour faire cette transformation-là? Les fonctions Big Functions heu, permettent au data analyst, en SQL, d'appeler de telles fonctions. Donc le but, c'est non seulement d'avoir un catalogue de fonctions recherchables, qui sont des fonctions basiques utilitaires qui leur permettent d'éviter de réinventer la roue, mais aussi de permettre au data analyst, d'appeler des fonctions avancées sur lesquelles il était obligé de faire appel à data engineer à la place, avant. Et du coup, de leur permettre de pouvoir tout faire en SQL, donc du coup, de pouvoir tout mettre dans DBT et de plus avoir de rupture avec des transformations qui sont faites dans DBT et des transformations qui sont pas faites dans DBT. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder sur, Big Functions sur internet, de grosses fonctions, tout attaché. Je mettrai le lien dans les descriptions. En tout cas, ça a l'air prometteur. On va suivre ça de près. Je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? J'ai pas de recommandations particulières. Je pense que dans ces mêmes, interventions, les auditeurs, ils ont déjà entendu, la newsletter de Christophe Blefary, de ton podcast évidemment. Quand j'ai démarré chez Nickel il y a 3 ans et demi, à l'époque, moi, ce qui m'avait pas mal inspiré, c'était le blog tech de Monzo, qui est une autre fintech, anglaise. Bon, il y a pas grand-chose, il y a 2-3 articles, mais ça a été assez fondateur dans l'inspiration qu'on a eue, sur tout ce qu'on a fait, chez Nickel, ouais. Intéressant. Ouais, donc finalement, trouver peut-être un blog tech d'une entreprise un peu similaire ou dans le même secteur qui a peut-être un poil plus mature par rapport au moment où on démarre en data en tout cas. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Moi, ce qui me plaît, c'est construire les produits. Donc, ce qui me plaît dans la data, plus que l'analyse des données, ce qui me plaît, c'est de construire des produits pour rendre autonomes les gens, pour analyser les données. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser dans ta carrière? Et en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. Quand j'ai pris ce poste de CTO, mon ancien poste, juste avant d'arriver chez Nickel, donc j'étais directeur technique dans une boîte qui faisait un site de contenu. Il y a un truc que mon chef m'a fait faire et qui m'a énormément aidé, c'est qu'il m'a permis de me constituer un board, on appelait ça, de 3 CTO très expérimentés que je voyais tous les trimestres, voire certains beaucoup plus. Et ça a été une source d'inspiration énorme. Quand on devient, manager d'une équipe, tech et qu'on devient au codir, on est tout seul, sur le bateau. On a d'autres pairs qui font des choses qui sont très différentes, on est seul à gérer la tech. Le fait d'avoir ce board-là a été une source d'enrichissement pour se créer ses convictions et pour savoir, quelle vision on avait envie de donner, qui a été inestimable. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Peut-être un de ces CTO justement? Non, même avant ça, je pense que un des meilleurs conseils, c'est de faire des choses simples. Ça sert à rien de faire des choses compliquées, ça se ressent, sur ce qu'on a fait chez Nickel. Chez Nickel, ce qu'on voit, c'est que le poste que j'ai pris, c'était responsable data science. Et ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 3 ans et demi, on fait très peu de data science chez Nickel. On fait très peu de machine learning. Ma conviction, ça a été: on a beaucoup plus d'impact à permettre à des gens de faire des choses simples, mais que ce soit eux qui les fassent, que de faire des choses potentiellement très compliquées et potentiellement très bien en chambre, en centrale. Et donc, faire des choses simples apporte énormément de valeur, ça sert à rien de faire des choses compliquées, forcément. Bah écoute Paul, on arrive sur la fin de cette interview. Merci beaucoup pour ce partage et à très vite. Ouais.